Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit de ma vidéo du bilan de mi-année. Je suis un petit peu en retard, je sais. Depuis 2 ou 3 ans, je ne sais plus, je fais toujours une vidéo en juillet normalement qui reprend le tag de mi-année. On est en août, j'ai un peu oublié, j'ai un peu pas eu le temps, on va quand même le faire maintenant. Bien sûr, je ne compte pas les livres lus en juillet, de toute façon il n'y en a pas beaucoup. Donc du coup, on part directement sur la fin juin. Imaginez que voilà, on est en juillet, fin juin, on fait le tag de mi-année. Quel est mon bilan à la moitié de cette année en fait, tout simplement. La question numéro 1 de ce tag, c'est combien de livres est-ce que j'ai lu depuis janvier? Coucou Luna. On est clairement pas très bien. Voilà, moi d'habitude je lis entre 100 et 150 livres à l'année. Là, fin juin, j'avais lu 46 livres. Ce qui est pas énorme, du coup il va falloir que je carbure un petit peu. Mais c'est déjà pas mal, enfin, je trouve que c'est quand même déjà pas mal. Après juillet, clairement je crois que j'en ai lu 2 ou 3 maximum. Du coup ça va pas m'aider pour l'instant. Luna elle est en mode je veux faire un câlin mais je sais pas me poser. Du coup écoutez, je ne sais pas trop comment va se terminer cette année pour les 5 prochains mois du coup, de août à décembre. Est-ce que je vais réussir à lire 100 livres dans l'année? J'aimerais bien, clairement. Après on verra, c'est pas non plus, c'est pas une compétition, le but c'est de garder le plaisir de lecture. C'est vrai que j'aime bien avoir cette idée de lire entre 100 et 150 livres dans l'année parce que je sais à peu près du coup ce que je vais pouvoir lire ou pas, et clairement par rapport à ma pile à lire ça descend pas trop, du coup c'est tout. Mais écoutez, si c'est pas le cas, c'est pas le cas, c'est pas la fin du monde. Deuxième question, mes coups de cœur. Quels ont été mes livres coups de cœur durant ces 6 premiers mois? Et j'en ai recensé 5. J'en ai recensé 5, donc pas mal, ça fait quasiment un par mois, c'est pas mal. J'ai recensé notamment L'été de la sorcière que j'ai adoré, c'est un roman aux éditions Piquet dont je vous ai parlé dans un update lecture comme les autres évidemment. J'ai adoré cette lecture, je vous ai dit, j'ai été émue par un chemin de fraises sauvages, j'ai été émue par le fait de faire des confitures avec la grand-mère, enfin j'ai adoré ce roman qui traite de beaucoup de sujets différents, que ça soit le harcèlement à l'école, le deuil, l'enfance, le passage justement à la vie adulte, enfin il y a plein de choses dans ce roman. En plus c'est écrit par un auteur japonais, donc il y a quelque chose de très poétique là-dedans. Je vous dis, on m'a émue avec très peu de choses, j'ai adoré ça. Voilà, je ne peux que vous le conseiller encore une fois. Ensuite j'ai aussi noté L'Enragé qui a été une très belle surprise pour moi, c'est aux éditions 404. J'ai beaucoup apprécié cette lecture, vraiment j'étais assez surprise, je m'attendais pas à ça. J'ai beaucoup aimé l'héroïne badass de ce roman, j'ai beaucoup aimé l'univers qui était développé avec la carte et tout, enfin voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé cette lecture. Vous le savez si vous suivez mes vlogs update lecture, je vous invite directement à aller voir l'update lecture où j'en parle, mais clairement j'en garde toujours un bon souvenir, donc on peut dire que c'était un vrai coup de cœur. Ensuite j'ai aussi noté D'or et d'oreiller que j'avais mis surkiffé, vraiment. C'est un conte justement jeunesse, mais pas si jeunesse que ça. Il y a vraiment une double lecture, il y a quelque chose de très sombre dans cette histoire. Je me suis totalement laissée porter, je savais pas du tout vers quoi je m'embarquais parce que je l'avais pas du tout vu sur les réseaux. D'ailleurs j'ai vu que vous aviez été plusieurs à craquer après mon avis, mais je suis trop contente parce que du coup la plupart vous m'avez fait des bons retours, donc je suis ravie que ça vous ait plu. J'ai adoré ce conte, vraiment. Il y a chez l'auteur une façon de raconter l'histoire qui est vraiment très intéressante. D'ailleurs je me suis acheté son roman d'avant, de l'an dernier, parce que je me suis dit voilà, c'est une auteure qu'il faut que je suive, ça c'est sûr. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce roman encore aujourd'hui. Après j'avais noté 1991, mais je sais pas si on peut encore parler de coup de cœur. C'est sûr que sur le coup ça m'avait beaucoup plu, mais je crois qu'on va plutôt le mettre au rang de très bonne lecture plus qu'autre chose, même si sur le coup j'ai dit que c'était un coup de cœur. À bien y réfléchir là tout de suite, il n'est pas au niveau des autres selon moi, au niveau de mon ressenti. Voilà, j'ai pas été autant embarquée que pour les 4 autres que j'ai cités. J'ai beaucoup aimé cette première histoire de Charcot, le fait d'être dans les années 90, enfin en 1991, clairement moi ça m'a rappelé mon enfance, même si je suis née en 90, et en 91 je m'en souviens pas, mais vous voyez ce que je veux dire, avec les gros téléphones. Moi je me souviens de mon père avec son gros téléphone portable pour le bureau qui était genre comme ça, enfin c'était énorme. Je me souviens de tout ce qui était les premiers ordinateurs, le Minitel, les baladeurs cassettes, mais laisse tomber, j'en avais au moins 3, enfin voilà. Tout ça, ça m'a beaucoup plu. C'est vrai que 91 c'est pas ma génération, mais ça commençait en fait, vous voyez ce que je veux dire.
Donc voilà, j'avais de très bons souvenirs, ça m'avait beaucoup plu comme lecture aussi pour ça. Et enfin, dernier coup de cœur et non des moindres, bien sûr, Rose éternelle d'Ophélie Duchemin. On en a parlé en live, je vous ai parlé en update lecture, je vous en ai parlé en vlog. J'ai adoré cette réécriture de La Belle et la Bête. Je ne peux que vous inciter à la lire, même si vous n'aimez pas les réécritures de contes, parce que personnellement, j'en lis jamais, parce que moi non plus, j'adhère pas plus que ça. Mais là, ça va bien plus loin, ça reprend l'histoire globale. Il y a des petits clins d'œil au Disney, pour les fans de Disney, c'est chouette. Moi, je suis fan du Disney, donc voilà. Mais ça va bien plus loin au niveau de l'univers, au niveau de la malédiction et tout ça. Je vous incite à le découvrir, vraiment c'était très très chouette. Ensuite, forcément, vu que la deuxième question c'était les coups de cœur, on va parler des déceptions et là aussi j'en ai eu. Le premier roman que j'ai noté c'était Memory, pourtant ça partait bien, on était en clinique psychiatrique, je me suis dit vas-y ça a l'air super bien. Il y a un meurtre avec plein de personnes à l'intérieur, sauf que voilà, le principe de Memory c'était que chacun avait une mémoire à court terme je crois. Donc en fait ils se souviennent jamais de ce qui se passe à plus de quelques minutes avant. Tout s'efface en allant et du coup forcément c'était un petit peu compliqué d'avoir des témoins vu que personne ne se souvient en fait de ce qui s'est passé juste devant leurs yeux. Ça partait plutôt bien mais franchement je me suis méga ennuyée, je me souviens plus de rien en dehors de ça, du résumé vraiment global. Je me souviens à peu près du fin mot de l'histoire mais pareil ça m'avait tellement peu surprise que j'étais en mode ah ok, tout ça pour ça, ok. C'est parti vraiment dans une direction qui m'intéresse pas, donc voilà, une grosse déception pour moi avec ce titre. Ensuite j'avais aussi noté Éclat d'étoiles de Neal Shusterman parce que clairement j'en attendais beaucoup. Neal Shusterman je l'avais adoré dans Le goût amer de l'abîme, je l'avais adoré dans Dry et j'ai pas encore lu La Faucheuse mais voilà je m'étais dit Éclat d'étoiles on va le lire avant, il est sorti avant. Enfin La Faucheuse est sortie avant en France mais Éclat d'étoiles est sorti largement avant et date d'il y a plus de 10 ans je crois, je me souviens plus trop. 96 je crois, il me semble que c'était 1996 carrément. Bon bref et du coup en fait j'ai été déçue parce que ça faisait vraiment livre de 1996. J'avais l'impression que ils avaient fait les fonds de tiroir et vu que l'auteur marche bien on a sorti ce livre là mais oh, quelle déception, mais j'avais pas aimé du tout, c'était inintéressant au possible, je me suis ennuyée du début à la fin. Voilà, forcément j'étais obligée de le citer ici. Ensuite, c'était même pas une déception, ça a été un gros abandon. Je vais juste citer rapidement À la folie qui contenait une vision de la psychiatrie tellement sommaire et qui se voulait élaborer avec une psychiatre qui je pense n'a pas plu du tout à l'auteur parce que clairement on s'en prend plein la tronche dès les premières lignes. Je pense que pour faire ça il aurait fallu aller dans plusieurs centres et voir que tous les psychiatres sont pas les mêmes, ça aurait été bien. Parce que là on part sur des généralités, que ça soit sur les infirmiers qui sauvent tout le monde, qui sont vraiment les meilleurs, mon dieu c'est incroyable, et la psychiatre qui menace avec l'isolement et qui est menaçant, qui est menaçante parce qu'elle a peur des patients, je me souviens de ça, c'était n'importe quoi. Moi j'ai pas peur de mes patients, même ceux qui vont me frapper j'en ai pas peur donc non. Je suis pas d'accord et j'ai vraiment détesté ce livre. Je peux pas le conseiller du tout pour une vision de la psychiatrie, c'était clairement pas une vision de la psychiatrie que moi je peux avoir tous les jours dans mon métier. C'est peut-être une vision parmi d'autres de la psychiatrie et je pense que c'est comme ça qu'il fallait l'amener. Là on avait l'impression que c'était le point de vue global qu'il fallait avoir, enfin bref c'était nul, voilà, j'ai pas aimé du tout. Et ensuite je veux aussi noter, noter dans cette question jusqu'au dernier, parce que clairement je m'attendais à une vraie histoire de vengeance implacable. C'était vraiment c'était le but du roman, c'était même noté sur la quatrième de couverture que la vengeance allait être vraiment implacable. Je sais plus comment c'était noté, je l'ai là en plus, je l'ai quelque part par ici, bref peu importe, mais une vengeance vraiment importante et tout, en fait avec des sorcières. Moi j'aurais bien voulu que le côté historique de la chasse aux sorcières soit un peu plus élaboré dans ce roman, un peu plus mis en avant. Et puis surtout cette vengeance en fait, à chaque fois les gars ils mouraient mais par hasard quoi. Enfin vraiment c'était vraiment une coïncidence, un coup de bol. En même temps tu te dis la nana elle est toute petite, enfin c'est une ado je crois. Et en effet, voilà, les romans où ils sont plus forts que tout le monde et ils arrivent à faire plein de choses et tout, on en a vite marre. Mais là en fait c'est juste de la chance, c'est pas une vraie vengeance, elle a juste du bol. Bref, j'ai pas du tout adhéré à cette histoire, ça a été une grosse déception pour moi. Ensuite on me demande de citer une surprise. Clairement L'Enragé aurait été une surprise, mais je vais aussi parler de La Datcha d'Agnès Martin-Lugan. Je n'avais jamais lu cet auteur. Je pensais que ça allait être assez léger et peut-être ne pas me plaire comme, je sais pas moi, Aurélie Valognes, je déteste par exemple, je supporte pas, je trouve ça creux. Là je me suis retrouvée vraiment bête face à ma lecture en me disant mais mon dieu,
mais qu'est-ce que c'est bien travaillé, qu'est-ce que c'est bien écrit, qu'est-ce que c'est chouette. Et non, Agnès Martin-Lugan c'est vraiment pas la même chose pour moi dans mon ressenti que du Aurélie Valognes. On n'est vraiment pas sur quelque chose de forcément très léger, surtout que la Datcha, il y a des histoires de deuil, c'est très profond, c'est très bien écrit. J'ai retenu certaines phrases il me semble dans mes citations, dans mon carnet de citations, mais bref, très grosse surprise pour moi Agnès Martin-Lugan. J'avais une fausse idée sur cet auteur et je suis ravie d'avoir découvert ce titre du coup parce que ça m'a cassé mes préjugés sur l'auteur, donc trop contente. Et ensuite j'ai aussi noté La Maison sans miroir qui était aux éditions du Rouergue. Grosse surprise aussi, je ne l'aurais jamais acheté si je l'avais pas reçu en SP. Vous savez, c'est cette histoire où je vous disais voilà, on a un couple qui achète une maison et il trouve que, enfin le gars en question découvre que voilà, la cave elle est trop petite par rapport au plan, il casse un pan de mur et hop on trouve une cave dedans avec des millésimes et surtout un enfant momifié. Et ça partait normalement, d'après le résumé, en thriller. Sauf qu'en fait c'est pas tant ça, en fait c'est parti vraiment sur un côté historique intéressant avec la Seconde Guerre mondiale et tout ça, avec des histoires de couple assez particulières, avec quelque chose vraiment de très sombre, de très pesant. Je m'en souviens un peu comme ça, quelque chose de très gris au niveau du temps, très pesant, très sombre dans ce petit village, avec, on le sent, quelque chose qui a pu se passer avec les Sudètes. Je me souviens cette histoire des Sudètes que je ne connaissais pas. J'ai adoré, mais qu'est-ce que j'ai adoré cette histoire. C'était pas un coup de cœur, mais c'était vraiment une très bonne lecture, une très très belle surprise. C'est pour ça que je voulais en reparler ici, parce que vraiment j'ai gardé le roman, il est juste là à côté. Très belle surprise ce roman, je m'attendais pas du tout à ce que ça parte dans ça, et en même temps c'était mieux que ce à quoi je m'attendais. Et ça arrive très peu souvent, donc il faut le noter. Ensuite, cinquième question, le dernier livre acheté, il est quelque part par ici, parce que ça en fait c'est mon book haul, pour que je le filme juste après. C'est Doulahan de Marine Kelada, c'est un roman auto-édité et ça a été mon roman Joker achat de juillet, enfin mon roman achat Joker de mon no-buy de juillet. J'avais très envie de le lire, on va voir si je peux le lire en août ou pas. C'est un roman avec la légende du cavalier sans tête. Il y a une jeune fille qui fait du camping, qui croit pas trop à ces histoires de légendes et tout, et qui se retrouve kidnappée par, je crois, le cavalier sans tête, et qui se retrouve dans un château au XVIIe siècle, je crois. Enfin, ça a l'air génial. J'ai trop envie de me le faire, donc je pense qu'il va passer à la casserole là pendant mes vacances en ce moment, je crois. Ensuite, sixième question, la sortie que j'attends le plus. On est clairement sur... pour le moment, Amélie Nothomb, premier sang. Je peux pas dire que j'attends une autre sortie parce qu'en fait j'en attends plein. Je vous fais les sorties littéraires à chaque fois, tous les mois, même quand il y en a très peu. Mais là, la sortie d'août que j'attends le plus, c'est vraiment celle d'Amélie Nothomb, parce que en août, je suis désolée, mais pour moi la seule sortie que j'attends vraiment, c'est Amélie Nothomb. Ça a toujours été comme ça. Là pour le coup, je vais dire Amélie Nothomb, mais aussi les Chroniques de l'érable et du cerisier tome 2, parce que je viens juste de terminer le tome 1 et on est clairement entre la très bonne lecture et le coup de cœur. Je vous dirai ça quand ça sera un peu plus clair dans ma tête, je l'ai fini là il y a 2 heures. Trop bien ce roman là aussi, donc j'attends la sortie fin août aussi avec impatience. Ah bah justement, je me suis un peu trompée. Question 7, la suite de saga que j'attends le plus. Clairement on est sur les Chroniques de l'érable et du cerisier, le tome 2 comme je vous l'ai dit, mais il y a aussi Murmure de l'océan qui est censé sortir pas la semaine prochaine, l'année prochaine, d'Ophélie Duchemin. C'est la suite indirect on va dire de Rose éternelle, parce que Rose éternelle est la réécriture du conte de la Belle et la Bête, et Murmure de l'océan, j'imagine qu'on va suivre la petite sirène. Je suis pas trop la petite sirène moi en général, mais là ça m'avait plutôt bien intéressée, et puis c'est Ophélie Duchemin, j'ai adoré Rose éternelle, donc clairement j'attends Murmure de l'océan avec une très grande impatience. Ensuite, huitième question, le livre que je viens de finir. Alors je viens tout juste de terminer Le Testament de Telmara de Marie-Laure Junier, que j'ai beaucoup apprécié. C'était un roman qui se passe globalement dans le désert, c'est de la dark fantasy. Clairement vous savez pas qui va mourir, hein, voilà. Et je vous en parlerai bientôt dans un update lecture, je vous en parle déjà dans les derniers vlogs, donc voilà. On en reparlera très vite. Et au moment où j'ai préparé le tag de mi-année, clairement si on le faisait en juillet, je venais juste de terminer À la croisée des rêves d'Ellie Sowin, qui est un roman qui m'a un petit peu déçue. Je l'aurais pas forcément mis dans mes déceptions de l'année non plus, même si ça reste pour moi un... Au niveau de mon ressenti, on reste sur un gros bof. Je m'attendais vraiment à tomber dans quelque chose de très fantastique au niveau des rêves et tout, et je trouvais que finalement on est resté pas mal en surface et on est tombé dans une partie thriller que je n'attendais pas et que j'avais pas envie d'avoir, parce que du coup ça devenait très habituel.
ça devenait un peu trop habituel parce que j'ai déjà vu des séries qui ressemblent un petit peu à ça, donc un petit peu déçue j'avoue par ce roman. 9e question, ma lecture en cours. Je viens juste de commencer là il y a 30 minutes. Semi qui veut dire cigale en japonais, je l'ai appris en lisant le livre d'Aki Shimazaki je crois aux éditions Actes Sud. On est sur un roman de 150 pages à peu près que je vais essayer de lire dans la journée sur la maladie d'Alzheimer. On suit Tetsuo et Fujiko parce que Fujiko ça veut dire enfant du mont Fuji. Fujiko et Tetsuo qui habitent dans une résidence pour personnes âgées. Fujiko est atteinte de la maladie d'Alzheimer, elle se souvient plus vraiment de plein de choses déjà et un beau matin elle se lève, elle ne se souvient plus de son mari qui se retrouve donc à être son fiancé, futur mari dans sa tête parce qu'elle est revenue dans les années 1940-1950 et il va tout faire pour lui raviver un peu la mémoire. C'est un thème très difficile, j'attendais vraiment d'être en congé pour le découvrir parce que c'est le genre de truc qui va me mettre le moral à zéro et donc du coup juste derrière il faut que j'enchaîne avec des graphiques, avec quelque chose parce que c'est quelque chose qui me touche un peu parce que c'est vrai que j'avais un grand-père qui avait justement un processus neurodégénératif un peu ressemblant, même s'il n'a pas vécu assez longtemps pour arriver à ce stade-là, il est arrivé à ce stade-là mais vraiment sur la fin on va dire, donc ça n'a pas duré des années. C'est quelque chose qui me touche toujours beaucoup finalement, cette démence, cette vieillesse qui est là, qui nous guette, qui va arriver un jour, je l'espère, je vous le souhaite en tout cas, pas forcément dans ces conditions là mais être vieux c'est aussi vivre longtemps donc voilà je vous souhaite ça. Et ouais c'est un truc qui me touche beaucoup, que j'aime énormément aussi comme sujet, que ça soit suite à mon vécu, suite à ce qu'on attend de tout ça, voilà c'est un sujet qui je sais va sûrement me faire pleurer et du coup j'attendais d'être en congé pour pouvoir enchaîner sur un graphique et sur un truc plus joyeux après en fait. Parce que si je me le fais sur 5 jours durant alors qu'il fait 150 pages durant mon travail, je vais pas m'en relever en fait. Donc voilà, j'en profite là, je le lis maintenant et puis on verra ça. Question numéro 10, ma prochaine lecture. Je vous ai fait ma vidéo pile à lire, enfin pioche à lire d'août. Clairement on va être je pense soit sur Doulahan, soit sur Femme du ciel et des tempêtes qui est aussi chez Actes Sud. Je pense plutôt Femme du ciel et des tempêtes, je pense plutôt ça. C'est un ouvrage de la rentrée littéraire chez Actes Sud qui m'ont envoyé il y a bien longtemps. J'attendais d'arriver à peu près à la date de sortie pour me le faire et du coup on va bientôt y arriver. Là je crois qu'il sort fin août, donc voilà, j'ai très envie de lire ça. Vous savez, c'est cette histoire avec ce corps retrouvé dans le permafrost d'une femme noire, d'une reine noire en Sibérie qui interroge beaucoup et j'avais très envie de découvrir cette histoire. Donc voilà, je vous en reparlerai à ce moment-là. Ensuite, 11e question, un moment qui a marqué ma vie de lectrice. Clairement, je dirais que cette dernière année notamment, et les 6 derniers mois bien sûr, m'ont permis de tisser pas mal d'amitiés. Notamment avec le confinement, avec les salons virtuels, j'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai rencontré notamment Marine d'Imagine Encre et Audrey de la Tasse Bréchée, avec qui on fait plein de projets, avec qui on parle beaucoup tous les jours. J'ai pu aussi me rapprocher de Louise de Rêve ta vie en lecteur, de Floris, de Flowfly, enfin plein de gens. Je vais pas les citer, enfin en fait j'aurais pas dû commencer à les citer parce que du coup j'en ai oublié plein, mais je dirais qu'il y a beaucoup d'amitiés qui se sont tissées parce que justement on ne pouvait plus se voir en salon, parce que voilà on est éloigné géographiquement et en même temps il n'y a plus de salon en ce moment vraiment pour nous rapprocher, donc je pense qu'on est passé aussi par là. Donc je pense que ça a vraiment marqué ma vie de lectrice. Ce sont ces amitiés autour de la lecture qui se sont doucement tissées et qui continuent de se tisser petit à petit et voilà, je suis très contente de ça. Et puis dernière question, ce que j'espère pour la suite de l'année. Alors déjà toujours plus de lecture et de coups de cœur, ça c'est sûr, mais surtout une reprise en toute sécurité des salons littéraires parce que j'en peux plus. Ça fait depuis février 2020 je suis pas allée en salon. Ça me manque énormément, j'en faisais, il faut savoir, j'en faisais 4 à 6 par an. Enfin vraiment, c'est quelque chose qui me faisait aller ailleurs, ça me faisait souffler le temps d'un week-end dans le domaine de la lecture. Ça m'a beaucoup aidé aussi à tenir au travail, je pense, l'an dernier, enfin l'année d'avant du coup, parce que clairement je savais que bah voilà, oui ok c'est compliqué là, mais dans 2 semaines je vais à Livre Paris, mais dans 2 semaines je vais aux Aliénales, mais dans 2 semaines voilà. Donc j'espère vraiment que les salons qui sont annoncés pour la fin d'année seront maintenus, c'est-à-dire il y a Mons Livre,
en novembre je crois, il y a les Imaginales en octobre, juste avant ma semaine d'anniversaire. Donc en plus techniquement je pense que je pourrais même y aller à Épinal. Ça fait très longtemps que je suis pas allée à Épinal, j'étais gamine quand on est allé en vacances dans les Vosges, je ne suis jamais allée aux Imaginales et je sais qu'il y aura des copines là-bas. Pareil pour Mons-Livre, c'est à 1h30 de chez moi, donc franchement c'est facile de faire l'aller-retour dans la journée ou même de le faire pour le week-end, il n'y a pas de souci. Enfin voilà, j'ai très envie de ça, j'espère que ça sera maintenu et surtout que ça soit maintenu dans des conditions sanitaires intéressantes. Évidemment, le but c'est pas de prendre des risques à tout prix pour parler bouquin, le but c'est que ça se passe bien en fait, donc voilà, c'est vraiment ce que j'espère pour cette fin d'année. C'est maintenant terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Du coup on a pu faire mon petit bilan des 6 premiers mois de l'année, un petit peu en retard mais c'est fait quand même. J'espère en tout cas que vous allez bien, n'hésitez pas à répondre aux questions en commentaire ou à le reprendre ou à faire ce que vous voulez. Je suis pas la seule à le faire, il date de... il vient, d'ailleurs je vous ai pas dit d'où venait le tag, ce tag vient des chaînes anglophones, le Media Book Tag, je crois que j'avais trouvé il y a 2 ou 3 ans du coup quand il était sorti, peut-être qu'il date d'avant, je sais plus, mais en tout cas moi je l'avais vu à ce moment là, donc voilà, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à me dire vous où est-ce que vous en êtes dans cette année de lecture, un petit commentaire, un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça ferait super plaisir, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.